Je m'appelle Sarah Jodoin-Houle, puis comme plusieurs, je pense que la transition sociale et écologique sont devenues nécessaires. Pour y arriver, les entreprises peuvent et doivent faire partie de l'équation. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce tout premier épisode du podcast La Talenterie, le podcast où on va jaser ensemble d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et de façon plus large du monde du travail. Je m'appelle Sarah Jodoin-Houle. Vous l'avez compris, c'est moi qui vais être votre animatrice tout au long des épisodes. Dans la vie, moi je suis consultante en ressources humaines et communication. Mais comme je l'ai dit, je vous propose quand même de sortir un peu de mon expertise dans le cadre de cette balado-là. C'est d'ailleurs un peu l'objectif que je me suis fixé. Moi, j'ai envie de découvrir des choses au-delà de ce que je fais dans la vie. Puis comme professionnelle, comme entrepreneur, c'est important pour moi aussi d'agrandir mon réseau puis de rencontrer des gens. J'imagine que c'est votre cas aussi, mais bref, je trouvais qu'une belle façon de le faire, c'était justement à travers l'enregistrement d'un podcast. Ça génère des conversations de qualité, ça génère aussi des belles rencontres. D'ailleurs, ça m'amène à vous remercier d'être là. Merci tellement d'avoir pris le temps de télécharger l'épisode ou d'avoir cliqué sur le lien de la page web, peu importe comment vous vous êtes rendu à m'écouter. Ça me touche vraiment beaucoup, puis j'apprécie votre confiance. Je vous promets de mettre tout mon cœur dans la production de contenu pour que ça soit une utilisation de votre temps qui soit efficace. J'espère que vous resterez avec moi d'une semaine à l'autre. Et la deuxième chose que ça m'amène à vous dire, c'est, justement, c'est sûr que je me fais un cadeau, mais l'objectif, c'est que ça serve. Donc, si vous avez des idées pour améliorer soit la façon dont je bâtis les épisodes, des idées de sujets à aborder, des choses que vous aimez ou que vous aimez moins. Bref, peu importe quels seront vos commentaires, vos opinions, vos suggestions, s'il vous plaît, je vous invite à me les partager. Ceci étant dit, on a aujourd'hui déjà un invité qui est vraiment le fun. Je vous cacherai pas que c'est pas le premier épisode que j'ai enregistré, mais je l'ai consciemment choisi comme premier épisode à vous présenter parce que je trouvais justement qu'il était très représentatif de ce que j'essaie de faire avec le podcast La Talenterie. Donc, on va rencontrer Daniel Jacob, qu'on a reçu il y a déjà quelques semaines au moment où je publie. Daniel Jacob, qui est le président et le fondateur de l'entreprise Solutions Changing Habits. Vous allez le voir, là, on va en parler, mais entre autres, il aide les entreprises et même les individus. Il y a comme deux aspects à sa réflexion, à devenir un acteur de changement quand on parle de la transition écologique. Mais bref, juste avant de vous amener avec moi dans la conversation que j'ai eue avec Daniel, je trouvais ça le fun de vous dire que c'est un peu le genre d'invité que j'ai envie de recevoir. On va recevoir toutes sortes d'invités, là. Il y a des professeurs universitaires, il y a des gens qui ont des pensées complètement différentes aussi, mais les thématiques qu'on va aborder risquent de tourner assez souvent sur la transition sociale, la transition écologique, la redéfinition du monde du travail, parce que c'est les sujets qui m'allument en ce moment puis qui nourrissent beaucoup mes réflexions comme professionnelle aussi, parce que je pense qu'on est vraiment arrivé à une époque de profond changement, de profond bouleversement, puis nos métiers vont tous se redéfinir. Dans mon cas à moi, c'est devenu clair pour moi que la fonction ressources humaines est en transition, mais après, comment changer les choses, quoi faire concrètement, c'est pas toujours évident. Donc, en s'entretenant avec des professionnels qui ont des opinions variées, vous allez voir aujourd'hui, cette semaine, on reçoit Daniel Jacob, mais dans pas longtemps, là, dans un épisode ou deux, j'ai publié un entretien que j'ai eu avec le professeur au HEC et sociologue Yves-Marie Abraham, qui, lui, est très critique envers le développement durable. Donc, l'idée, c'est de, explorer plusieurs points de vue. Mais là, pour de vrai, j'arrête de parler et je vous amène avec moi dans la conversation que j'ai eue avec Daniel Jacob, président et fondateur de Solutions Changing Habits.
Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Merci, c'est très accueillant. Oui, merci de t'être déplacé. On le précise, c'est la première fois qu'on se rencontre en personne, mais on s'est quand même parlé une couple de fois par Zoom. Entre autres, on s'est fait connecter par un contact commun là, de Buzz-Eco, qui est Alexandre Ouellette, qu'on salue. Bonjour Buzz-Eco, bonjour Alexandre Ouellette et son merveilleux projet. Je vous encourage à aller faire un tour sur leur plateforme et appuyer un de leurs projets durables. Oui, peut-être juste pour les auditeurs rapidement, là, sans l'objectif, c'est pas de parler de Buzz-Eco, mais c'est vraiment intéressant ce qu'ils font. Ils lancent des challenges, entre autres, à des entreprises c'est toutes des challenges qui sont dans une optique de développement durable ou d'impact social, impact écologique. Donc, vous pouvez aller encourager certains défis. Vous pouvez peut-être même vous-même essayer de proposer un défi à soit votre entreprise ou à une autre entreprise. Entre autres, je pense qu'il y a des défis pour les universités en ce moment. Il y en a pour tous les goûts, hein, exactement. Oui, c'est ça, pour les entrepreneurs. Donc, voilà, ça, c'est pour la petite parenthèse Buzz-Eco. Donc, Daniel, on va parler de ton entreprise un peu, puis de ce que tu fais, juste avant de plonger dans le cœur du sujet d'aujourd'hui, parce que les deux sont intimement reliés. Exact. Fait que, dans le fond, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Explique-moi ça. Donc, ma solution Changing Habits, on a officiellement lancé il y a un peu plus d'un an. Mm-hmm. Et on aide les entreprises à définir les solutions durables qui vont leur permettre de générer un triple indice de rentabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on passe de simple indice qui était les profits, l'argent, là, c'est ce qu'on suivait jusqu'à maintenant, au triple indice. Donc, on suit les résultats générés, planète, personne et profit. Donc, on va aller plus loin que la ligne profit seulement. Et puis, on définit les risques qui sont liés à l'entreprise et les opportunités d'affaires. Mm-hmm. Et on essaie de les aider là, à décortiquer ce que ça veut dire pour les amener avec nous dans leur parcours durable. Donc, soit commencer s'ils n'ont pas encore engagé leur parcours ou à progresser le plus loin, là, dépendamment de où est-ce qu'ils sont rendus. Oui, puis une des choses que tu fais, que moi, je trouve qui est vraiment intéressante, puis c'est dans le cadre, évidemment, de cette démarche-là, mais t'aides les organisations à cibler coudonc, où est-ce que je devrais mettre mes efforts pour que j'aie un impact puis une retombée rapide, puis aussi comment je mesure mon succès, parce que c'est bien beau de dire « Ah ben là, nous, on veut commencer à réfléchir à notre impact, notre empreinte environnementale. » Je vais le dire, notre empreinte environnementale. Mais comment tu fais ça, puis qu'est-ce que tu mesures? Donc ça, vous êtes en mesure d'accompagner les organisations, là. Exact. On essaie de démontrer qu'on peut commencer petit et commencer à générer des résultats rapidement qui ont un triple indice de rentabilité et ensuite réitérer, donc réinvestir les revenus dans une deuxième, une cinquième, une 10e initiative. Mm-hmm. Donc, c'est de commencer quelque part, même si c'est commencer petit, et puis parcourir son chemin en créant des résultats, plutôt que de travailler pendant des années sur un méga plan stratégique de transition complexe qui décourage tout le monde. Donc, l'idée, c'est de commencer quelque part et de commencer à générer des résultats. Puis, on va y revenir parce que c'est un peu l'objectif de l'épisode aujourd'hui, là, de parler de comment on peut être un acteur de changement puis commencer à quelque part pour que ça fasse un peu comme l'effet papillon. Exact. Puis à un moment donné, on change le monde avec des petites initiatives. Mais juste avant, j'avais envie de faire un petit aparté sur le fait que dans ce que tu dis sur la façon de mesurer les profits de l'entreprise, tu sais, c'est en plein dans ce qu'on vit en ce moment. Dans le secteur de la finance, les critères pour investir sont en train de changer. Mm-hmm. Donc, ça impacte plus les grandes entreprises à l'heure actuelle. Tu sais, par exemple, la décarbonisation des portefeuilles, tout ça. Mais ça s'en vient, puis on le sent que c'est très fort. Je sais pas de toi, mais clairement toi, parce que tu fais ça. Mais c'est un vent de changement sur c'est quoi que ça veut dire de la rentabilité puis de la profitabilité. En fait, il y a deux éléments là. Le premier, c'est qui est-ce qu'on cible avec notre offre. Donc, c'est deux types de personnes. Donc, c'est une personne à l'intérieur d'une entreprise qui voit qu'il y a des trucs qui pourraient être faits mieux au sein de l'entreprise en termes de produits, de services, de manière de faire, ou un nouveau marché qui peut être saisi. Puis nous, on va aider cette personne-là à déterminer le storyline, le narrative, le cas d'affaires, donc le plan d'affaires qui va leur permettre de vendre ces idées-là à l'interne. Ou la deuxième personne disons l'audience, la cible, ça va être le chef d'entreprise ou la chef d'entreprise qui voit le vent tourner puis qui se dit mais ça veut dire quoi le développement durable, tout le monde en parle, qu'est-ce que ça veut dire pour mon entreprise,
est-ce que je peux augmenter ma résilience en tant qu'entreprise? Puis ça touche au deuxième point que tu as amené, qui était tous les parties prenantes de l'entreprise sont en train de mettre des pressions à différents niveaux pour que les entreprises s'adaptent. Donc, tu as parlé des gouvernements qui sont en train de serrer la vis au niveau des lois. Tu as les clients, donc les consommateurs qui commencent à changer leurs habitudes de consommation. Tu as les investisseurs dont tu as parlé qui commencent à dire, nous, on veut faire des investissements dans des compagnies durables qui vont avoir un impact positif sur l'environnement. Donc ça, c'est un autre type de partie prenante qu'un impact. Donc, tu mais vois, même les fournisseurs. Parce que les fournisseurs, oui. Dans des entreprises, par exemple, on a, juste pour exemple, la certification B Corp. C'est un engagement qui t'amène à revoir aussi les partenaires avec lesquels tu fais affaire. Donc, de plus en plus, c'est comme 360, puis ça touche toutes les parties prenantes. Oui. Toutes les parties prenantes. Puis on se rend compte que quand il y a 3 ou plus parties prenantes qui commencent à mettre une pression sur l'entreprise ou la direction, ils vont prendre action. Donc, tu vois qu'il y a des statistiques, 97% des entreprises vont prendre action quand 3 ou plus de leurs parties prenantes vont commencer à mettre de la pression. Donc, ça, c'est important à se rappeler. Et puis, la plupart des gens, dans la direction et puis dans le management, ne savent pas nécessairement quoi faire, comment le faire, aussi quel risque ne rien faire mais oui. amène. Donc, parce que ne rien faire, c'est faire quelque chose. Exact. C'est décider de ne rien faire. Exact. Ouais. Donc, nous, on met en lumière justement les risques d'inaction et puis on leur dit, à place de rien faire, tu pourrais mieux te positionner, donc avoir des avantages concurrentiels, de mieux te positionner par rapport au futur, d'avoir une plus grande résilience, de saisir une opportunité de marché. En tout cas, la liste est longue là, des avantages que d'engager un parcours durable t'apporte. Là. Clairement. Puis on revient justement à l'aspect, on l'a abordé rapidement, mais c'est un peu l'essentiel du propos aujourd'hui, c'est de dire souvent, ça fait peur parce qu'on connaît pas ça. C'est quelque chose qui est quand même assez nouveau. Ça fait quelques années qu'on en parle, mais là, le vent est en train de tourner clairement. Et puis, on sait pas par où prendre ça. Tu sais, tu peux le prendre, t'en as parlé tantôt, par l'interne. Tu sais, moi, dans mon milieu, les RH, tout ça, ça fait plein de sens, puis c'est un peu plus clair, mais même là, des fois, qu'est-ce que tu peux faire à l'interne? Tu sais, c'est très multifactoriel. Fait qu'une des choses que je trouve intéressante, c'est justement le fait de se dire, moi, là, comme individu, là, qu'est-ce que je peux faire? Puis, à travers ton parcours, à toi, je trouvais que c'était une belle façon d'illustrer un peu comment on peut devenir un acteur de changement. Là, bon, c'est sûr, toi, ça finit par être une entreprise, puis t'as tout mis ta vie professionnelle autour de ça. Là, c'est pas nécessairement le cas pour tout le monde, mais j'avais envie qu'on en parle un peu. Comment ça a commencé pour toi? C'est quoi la première graine qui a été plantée, qui t'a donné envie de réfléchir à ça? Ce qui est intéressant, c'est que je vais commencer avec la fin. La fin, c'est de dire que si tu te changes toi-même en tant qu'individu, tu vas changer l'organisation pour laquelle tu travailles. Et le but, c'est de faire le pont entre les deux. Donc, change tes habitudes toi-même et ensuite, tu vas changer les habitudes ou les façons de faire de ton entreprise. Donc, ça part de ça. C'est de passer de savoir à faire et de passer de habitudes personnelles à habitudes professionnelles. Donc, ouais. Résumer, même de commencer. Voilà, exact. Donc, personnellement, ce parcours, on va dire, personnel qui m'a amené à créer Changing Habits Solution, donc solution Changing Habits pour la province de Québec. On est une entreprise internationale. C'est tellement francophone, Changing Habits. Ouais. Bon, change tes habitudes, ça aurait pu marcher, mais il aurait fallu faire du rebranding. Ça aurait été une autre histoire, mais... C'est à partir, j'ai de la misère à pas faire d'anglicisme dans la vie, donc les auditeurs sont mieux de s'habituer dès maintenant, là, malheureusement. Désolé, pareillement, je vais essayer de franciser tous les termes, mais c'est pas toujours évident. C'est un défi, c'est un challenge. Voilà, exact. Donc, Solution Changing Habits, à la base, c'est un mouvement citoyen. Donc, c'est vraiment le mouvement de l'individu. Et puis, si on prend même un pas en arrière par rapport à ça, ce qui m'a amené à vouloir aller dans cette direction-là, c'est que j'ai fait une analyse un peu consciente de qu'est-ce qui me donne l'énergie. Donc, c'est un peu une analyse de raison d'être, de vie, entre guillemets, puis définie par ce qui te donne l'énergie. Parce que c'est ça qui te pousse à te lever le matin puis à dire, OK, let's go, on bouge, on fait des trucs. Et puis moi, c'était deux choses. C'était d'être en nature, donc sur les montagnes, en forêt ou sous l'eau. Et la deuxième chose, c'était d'inspirer des gens à faire des changements positifs. Donc, je me suis dit, comment est-ce que je peux rallier les deux pour maximiser l'énergie que je vais aller chercher? Puis là, j'ai défini à partir de là mon espèce de purpose, là, ou ma raison d'être, qui était de
concevoir un monde où l'environnement n'a pas besoin d'être protégé en inspirant 1 milliard de personnes à changer leurs habitudes positives en faveur de l'environnement. Juste ça. C'est quand même un bon point de Ben, départ. j'allais mettre 1 million, mais j'ai dit, rajoute un zéro. Mais tu vois, ça... 3 zéros. Ça parle beaucoup de ta personnalité parce que c'est correct de dire je vais changer le monde puis je vais inspirer des gens, mais toi, tout de suite, tu t'es mis un objectif quantifiable. Tu sais combien de monde je vais atteindre. Ben, c'est que je viens de HEC aussi, là, fait que ouais. on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Puis, en fait, en résumé, là, c'est que selon mes observations, puis là, je vais revenir à l'histoire, mais selon mes observations, c'est qu'il y a l'aspect technique du durable, puis il y a l'aspect des entreprises, l'aspect stratégique, et puis les deux parlent 2 langues différentes. Puis moi, ça me prend quelqu'un au milieu qui parle les 2 langues, qui parle la langue technique du développement durable et des experts, et le lingo business qui leur permet de comprendre qu'est-ce que ça veut dire puis pourquoi c'est important pour eux. Donc, c'est très loin dans le parcours quand j'ai réalisé ça que là, j'ai dit, ben, je vais pouvoir prendre mon parcours HEC, business, stratégie, corporate que je faisais avant et puis l'appliquer au développement durable pour faire le pont entre les deux. Mais là, tu n'étais pas rendu là encore. C'est ça, excuse-moi. Là, je vais trop loin. Non, mais tout est dans tout, là. C'est normal. Mais je veux revenir à ton voyage. À la base. Donc c'est ça. Donc, après avoir défini un peu la raison d'être de vie, qui était ce que je t'ai dit, ben, j'ai dit, ben, la manière de le faire, puis moi, je suis quelqu'un qui aime voyager, qui aime ça découvrir les gens. Je me suis dit, il y a des opportunités dans la vie à saisir de voyager. Fait que j'ai voulu faire un tour du monde, puis je me suis dit, à la place de me poser quelque part stable pendant plusieurs mois, puis de faire mon propre truc, je vais mettre en lumière des idées de partout dans le monde. Parce que je suis sûr, j'étais certain à l'époque qu'il y avait des gens partout qui faisaient des trucs super cool et qui avaient juste pas nécessairement la portance ou l'audience pour interagir ou inspirer des autres de partout. Donc moi, je me suis dit, je vais faire de la vidéo. C'est pas parce que tu décides de faire de la vidéo que tu sais comment faire de la vidéo. Donc, ça, c'est juste le fait d'avoir préparé le voyage, d'avoir acheté le matériel audiovisuel, l'ordinateur, etc. J'étais fin prêt. Je suis parti avec mon pack-sac. J'ai fait le tour. J'ai fait la moitié du monde. Je me suis posé en Nouvelle-Zélande. Puis là, j'étais complètement frigorifié. Quand je suis arrivé, je n'arrivais pas à savoir comment commencer. J'avais la liberté absolue et j'étais pétrifié. Là, j'arrivais il y a trop pas. de liberté, des fois. C'est justement, on a besoin d'un genre de cadre de référence. Mais là, tu te l'es créé toi-même, clairement. Exact. Donc, il y a un bon point là-dessus. Ça s'appelle le paradoxe du choix, en fait. Ben oui. Paradox of choice. Et c'est un excellent morceau qui permet de montrer aux gens que trop de choix tue le choix. Et le fait d'avoir une liberté absolue, c'est un peu... ça fait peur, en fait. Puis c'est angoissant pour l'humain. Parce qu'on est... Ouais. Parce que je me dis, je prends mon micro, je vais voir les gens, je vais dire, je fais de la vidéo, mais j'en faisais pas à l'époque. J'avais pas de nom, pas de plateforme, pas de crédibilité, etc. Donc, commencer, c'était pas évident. Et c'était seulement 3 mois dans le voyage, quand j'étais rendu en Australie, après la Nouvelle-Zélande, que j'ai rencontré une personne très intéressante dans mon voyage qui s'appelle Kiefer. Et puis Kiefer, quand il a entendu parler de mon projet, j'ai expliqué la même chose que je vous explique aujourd'hui, ce que je voulais faire. Il me dit, tu veux faire de la vidéo? Ah ouais. Il dit, il a pris ma caméra, il me l'a mis d'en face, puis il a fait, maintenant, tu racontes une histoire. Quand même... Puis j'ai fait, ça te forçait à être dans l'action, dans le fond, là? Exact. Fait que j'ai raconté une histoire liée au développement durable qui était, à l'époque, que je travaillais en corporate en Europe, où est-ce que j'avais amené tout le staff dans le cadre de Jour de la Terre. Je les avais amenés aux toilettes pour leur montrer comment se sécher les mains avec une seule feuille de papier à la place de 4. Ça fait rire tout le monde, ça en a choqué quelques-uns. Pas conté, celle-là. Non, mais je t'en gardais quand même un peu pour aujourd'hui. Bref, donc ça en a choqué quelques-uns qui sont allés vers HR, qui ont dit non, mais c'est impensable que les gens nous forcent à se sécher les mains avec une feuille. Je dis, il n'y a personne qui t'oblige à le faire. Mais c'est confrontant aussi. Je peux comprendre. Vas-y, les réactions, donne-nous ta perspective, HR. Non, mais c'est parce qu'il y a différents profils de personnalité, puis c'est pas tout le monde qui intègre le changement de la même manière. Fait que quand tu confrontes les gens à leur propre comportement, des fois ça peut être difficile. Fait que mais c'est correct, faut. Ils se sentent interpellés, mais ça les shakeait un peu dans leurs habitudes. Oui, c'est ça. Je me suis rendu compte au fil du chemin, et en parlant avec des gens aussi, que le fait de changer ses habitudes, c'est une des choses les plus compliquées que l'être humain peut faire. Parce qu'il dit ça prend 21 jours pour changer une habitude, ça prend du temps, ça prend de l'effort, de l'énergie. Puis on a une tendance vers l'énergie minimum. Donc forcément, d'amener les gens à changer, c'est difficile.
la raison d'être de Changing Habits. Oui. Parce que c'est l'élément le plus fort, c'est l'élément qui va faire que mon bet, excuse-moi, mon gage, c'est que les gens vont commencer avec une habitude et ils vont en faire une deuxième, une cinquième, une dixième. Puis il y a quelque chose aussi dans l'approche de, tu sais, positive, puis clairement, là, tu sais, t'es là-dedans avec ton entreprise, là, sur qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui génère de l'impact, mais qui en même temps parle au monde, dans quoi est-ce que les employés vont embarquer, qu'est-ce que les dirigeants ont le goût de faire, parce que ça sert à rien de se mettre des projets ou de se dire je vais changer si on voit pas, tu sais, le bonbon au bout, puis si on n'a pas de fun à le faire. Fait que clairement. Puis des fois, ça peut être difficile. Si je vous donne des exemples un peu de certaines vidéos, en fait juste pour reprendre le fil, une fois que j'avais fait cette première vidéo-là, c'était vraiment pourri. En fait, mon pote Kiefer m'a dit, il a regardé la séquence, puis il a fait non, mais tu refais ça. Et il me l'a fait refaire. Et puis après, à la fin, il a dit, OK, ben maintenant, tu as une séquence qui est correcte. Là, c'est une vidéo par semaine, par 2 semaines, par mois. C'est quoi ton nom? C'est quoi ta plateforme? Avec quoi tu fais ton editing, ton software, etc. C'est tout ça, là. Puis tu fais comme, OK. C'est de se donner un engagement à soi-même de faire quelque chose et de le faire dans la durée. Et ça, c'est peut-être une leçon un peu par rapport à n'importe qui a envie de se lancer dans un projet personnel ou une nouvelle entreprise. Ben c'est de se commettre à faire des engagements comme ça avec des objectifs. Moi, c'est mon truc dans la vie parce que j'ai aucune discipline. D'emblée, là, je suis pas bonne là-dedans, tu sais. Puis j'ai de la misère à changer mes habitudes dans la vie aussi. Mais mon truc, c'est tout le temps ça. Je promets des affaires. Ou tu sais, comme étant mon podcast, je l'ai lancé, puis j'étais comme, tous les vendredis, je vais avoir un podcast. Mais là, une fois que c'est dans l'univers, t'as comme pas le choix, faut que tu le fasses. Fait que, mais moi, c'est mon truc depuis une couple d'années, puis ça m'a réussi, je te dirais. Fait que, ouais. C'est l'objectif. Et puis, à chacun de faire son propre cheminement. Pour moi, ça m'a amené énormément de stress parce que j'ai largement sous-estimé, c'était quoi faire de la vidéo. De 2, voyager non-stop pendant que tu recordes, tu fais ton enregistrement. Tu dois aller chercher les gens, les concepts. Ensuite, tu dois faire la vidéo, l'editing, là, en français, c'est le montage, exact. Donc ça, c'était au moins facilement une 20aine d'heures par semaine, plus l'enregistrement, plus la recherche. Puis là, ça, c'est en plus de voyager, backpack, tous les 2-3 jours, tu refais ton sac puis tu décolles quelque part. En tout cas. Mais par contre, t'as rencontré plein de monde vraiment trippant sur ton parcours. Incroyable. Puis j'ai hâte que tu m'en parles parce que t'as rencontré des dirigeants d'entreprise, entre autres, qui ont nourri ta réflexion. Donc, vraiment tout acabit. Hein? J'ai rencontré de la personne volontaire qui fait des activités au groupe à but non lucratif, à la grande entreprise, à la petite entreprise, surtout des petites entreprises, je te dirais. Puis je peux t'en donner quelques petits exemples. Un coffee shop, donc un café à Perth en Australie, qui se sont engagés à ne servir que des verres réutilisables, donc des tasses de café réutilisables. Donc tu dois apporter ta tasse de café parce qu'ils vont pas te servir un verre en papier par exemple ou en carton. Si t'as pas ta tasse, just too bad for you. Tu peux en acheter un. Puis là forcément ça fait mal un peu quand c'est 5, 10, 15 $, mais ça force les gens à y penser. Puis là, en fait, c'est une initiative du staff, donc du personnel, qui a convaincu le propriétaire de faire ce changement-là. Et le propriétaire a dit non, mais ça n'avait pas de sens. Dans 6 mois, on est banqueroute. Voilà, exactement. C'est sûr que ça ne marchera pas. Au bout de 6 mois, ils en ouvraient 2 autres parce qu'ils avaient tellement eu d'engouement par rapport au fait que ils avaient une raison d'être, ils avaient un purpose là, par rapport à leur entreprise lié au durable, lié à la réduction des déchets, que les gens venaient de l'autre bord de la ville pour utiliser leur mug de café, leur tasse à café réutilisable. Donc ça a créé une couverture médiatique aussi. Ils ont eu plein de journaux qui ont eu qui ont fait des références sur Internet aussi. Donc ça a créé un engouement clair et net sur leur profit aussi parce que ça a eu un impact positif financier sur leur clientèle, sur leur staff, je veux dire à tous les niveaux et médiatiques. Et ça démontre qu'une entreprise, même dans un marché saturé comme le café, en fait, les coffee shops, il y en a dans tous les coins de rue, en Australie spécialement, ils se sont démarqués à travers des valeurs durables. Mais tu vois, c'est très en lien avec tous les concepts HR ou marketing que je peux lire aussi. Puis il y a même des gens qui parlent du fait qu'on serait probablement rendu dans l'économie de la raison d'être. Donc, si comme organisation, tu n'as pas un purpose qui est fort,
ça va être difficile, je pense, de plus en plus de concurrencer. Je pense que c'est un excellent exemple pour démontrer cette nouvelle réalité. Est-ce que tu en veux un deuxième? J'en veux plus qu'un deuxième parce que je sais que tu en as d'autres. Fait que oui, vas-y. Un deuxième, c'était à São Paulo, au Brésil. C'était vers la fin du voyage et c'était en fait un salon de beauté et de coiffeur qui nous a démontré là, leur talent incroyable pour mettre en action des initiatives durables. Donc, ils récoltaient les teintures pour pas que ça aille dans l'eau. Ils faisaient du tri des déchets. Ils faisaient du compost, même local. Ils amenaient des gens locaux à amener de la matière à compost. Ils avaient un composteur qui faisait ça rapidement. Puis ensuite, ils revendaient ou ils redonnaient la terre. Ils avaient un principe là, qui est absolument incroyable. Ils utilisaient les cheveux humains, là, donc les cheveux qu'ils coupaient par leur coiffeuse, pour faire des pattes d'absorption de oil spill. Donc, c'est des... Oil spill. Je sais même pas... des taches d'huile. Merci. On a Charles qui s'occupe du montage puis de la qui réal, nous aide un nous, peu. C'est en fait des bateaux, là, quand il y a des bateaux qui déversent du pétrole, donc des déversements pétroliers. Merci. Des déversements pétroliers. Donc, c'est vraiment taches d'huile. pour absorber des déversements pétroliers. Donc, le cheveu humain est une belle capacité d'absorption. Donc, c'était un espèce de produit, donc de donner une seconde vie à ces cheveux-là qui, de toute façon, auraient fini aux poubelles. Donc, c'était une des myriades d'exemples. Mais tu vois, ça, je trouve que c'est un bon exemple sur pourquoi il faut que tu t'arrêtes pour y penser, parce que on n'est pas tous des spécialistes en environnement dans la vie, là. Mais faut le savoir. Dans leur cas, c'était la direction qui a mené la barque vers le durable, à engager tout le staff, à dire, proposer des idées, on va les mettre en place, puis on va voir si c'est rentable, on va continuer, etc. Et puis là, ils ont justement, par le fait d'engager leurs employés, par le fait que ça venait de la direction, mais il y a eu une espèce d'effet boule de neige ils en ont fait énormément. Donc, ils ont eu plein de reconnaissance, encore une fois, couverture médiatique, encore une fois, clientèle genre remplie tout le temps, de l'ancien personnel qui avait quitté, qui voulait revenir. En tout cas, à tous les niveaux. Encore une fois, personne, planète, profit. On vient toucher encore les trois triple indices de rentabilité en termes de résultats générés par le fait d'avoir amené une pensée ou une notion stratégique durable dans le cœur de ton entreprise et pas juste en marge ou pour faire du greenwashing, là. Oui, bien ça, honnêtement, le monde le reconnaît. Là. Ça paraît quand tu as un rapport de développement durable qui est juste du greenwashing. C'est même le contraire. T'sais, mini aparté, dans une ancienne vie, j'étais dans une entreprise où on réfléchissait un peu au genre de clients qu'on prenait. Puis un des clients sur lequel on a fait une offre de service, puis on les aurait peut-être pris parce que ça faisait partie des valeurs de l'entreprise, mais ils étaient tellement dans le greenwashing, puis en lisant leur stuff de marketing puis tout ça, on s'est dit ah non, eux là vraiment on les prend pas parce que ça l'empire ton image, parce que t'as l'air d'avoir aucun scrupule. Tu sais, quand tu fais semblant que tu fais du développement durable, c'est pire que de pas en faire. T'es mieux de l'assumer. Là, Nous, on essaie d'amener les entreprises à communiquer sur leurs actions plus que sur leurs intentions. Donc, c'est pour ça que de commencer petit avec des trucs plus simples te permet déjà de communiquer sur ce que tu as fait plutôt que ce que tu vas faire. Oui, puis ce que tu vas faire sans mesure, sans rien, ça a l'air des promesses. Exact, promesses en l'air. Puis c'est ce qu'on veut éviter. Donc, le salon à São Paulo était un exemple, encore une fois, extrêmement positif d'une entreprise dans un marché, entre guillemets, saturé, qui est le salon de beauté. Il y en a à tous les coins de rue à São Paulo, comme dans les grandes villes. Mais et puis les salons de coiffeurs, ils ont réussi à se démarquer dans un marché saturé. Donc, c'est encore une fois une manière de montrer que dans n'importe quelle industrie, et j'appuie mes mots, c'est pas le premier réflexe de dire jamais. Nous autres, on peut faire du développement durable. Le lien est pas vite à faire, fait que c'est intéressant. Exact. Donc, il y a pas, en fait, c'est que ce voyage-là nous a permis de nous ouvrir les yeux par rapport à toutes les industries qui présentent des opportunités d'amélioration à tous les niveaux. Et tout ce que ça prend, c'est une réalisation, une volonté d'explorer, une volonté de vouloir changer et de tester des nouveaux principes. Et puis les résultats, ben on les montre, on les a. Ils sont quantifiés, ils sont démontrés. Et puis clairement. C'est incroyable. Puis là, tu nous parles d'entreprises à travers le monde, ce qui est super inspirant. Puis d'ailleurs, si les gens veulent voir un peu de ton voyage, il y a des bribes de vidéos qui sont disponibles sur ton site web. On le pluggera
à la fin. Là. D'ailleurs, par rapport à ça, c'est pas juste des idées d'entreprise, parce que nous, le focus de Changing Habits, le mouvement, donc le Changing Habits Movement, qui est à l'origine de Solutions Changing Habits, qui est maintenant notre affaire, notre entreprise. Les consultants. De consultation en entreprise et pour les organisations. Ça a commencé de vraiment des gestes que les gens peuvent poser à tous les jours. Donc, on a beaucoup de vidéos aussi de produits que tu peux faire à la maison. On en a filmé au Madagascar avec des amis québécois. Jessica, qui est incroyable, qui est inspirée par Coop Coco et puis d'autres, entreprises québécoises qui offrent des produits et aussi des cours en ligne, si je me trompe pas, comment faire tes propres savons, donc le savon à vaisselle, le savon 3 en 1 pour les cheveux en bord, leur déo, leur pâte à dents, en tout cas. Mais ça me fait... Ben, ils en avaient juste une. Elle a dit, excuse-moi, là, pour la vidéo, j'ai juste un petit sample, j'en ai juste 12. Je fais comme, quoi? J'en ai juste 12. Puis on dans le milieu de la brousse, là, au Madagascar, là, je veux dire, elle dit, si on était chez nous, j'en aurais une vingtaine. En tout cas, incroyable. Et puis, l'idée, c'est pas de commencer avec une vingtaine, c'est de commencer avec un, d'en faire un deuxième, d'en faire un troisième. Mais le truc, c'est que tu fais comme, c'est possible de le faire, c'est plus facile, c'est économiquement viable parce que ça te coûte moins cher. Mm-hmm. Puis tu sais qu'est-ce qu'il y a dedans. En tout cas, bon, les bénéfices... Mais tu vois, ça me fait penser à quelque chose. Je t'ai jamais posé la question, mais à partir de ton mouvement ou de ton brand ou de ta chaîne YouTube, est-ce que les entreprises peuvent t'envoyer des vidéos ou, tu sais, se mousser un peu leurs initiatives? Est-ce que c'est quelque chose que tu permets ou j'ai pas pas encore exploré cette initiative-là. J'ai pas encore eu la demande concrète par rapport à ça. Je te dirais que le fait que j'étais toujours en mouvement, le fait que c'était très difficile de peut-être d'engager avec certaines entreprises là pendant le voyage. Et puis là, ben, mon focus, c'est plus les organisations, les entreprises en termes d'aide stratégique. Donc, j'ai pas eu encore la demande. Mais oui, s'il y a des gens qui ont des opportunités de ce type-là, ça pourrait vraiment être intéressant à explorer. Là, OK, ben, je vais inviter tout de suite les auditeurs parce que c'est un podcast qui s'adresse quand même aux entrepreneurs, puis il y a plein de gens aussi qui sont en RH, tout ça. Donc, si jamais ça peut être quelque chose qui est intéressant pour vous, je vous invite, à aller voir les vidéos sur YouTube, puisque déjà là, il y a beaucoup de sources d'inspiration. Puis, je vais inviter les gens à te contacter, à pas se gêner. T'es approachable. Exact, poser des questions. Facile d'approche, ouais. Ben oui. Mais oui. Mais pour continuer dans les entreprises, parce que là, on a parlé de plein d'affaires. Tu as nommé certaines entreprises québécoises que tu as rencontrées aussi durant ton voyage. Mais il y a aussi des exemples de chez nous, entre guillemets, qui sont super inspirants. J'ai le goût que tu nous parles un peu de Labatt, de qui tu m'as parlé. Labatt, en fait, c'était une ancienne de Labatt, là, qui est le producteur de bière, là, qui, pendant son parcours chez Labatt, a réalisé, en fait, que les déchets, entre guillemets, produits par la production de bière, donc le malt, le houblon, etc., une fois qu'il a été utilisé, fermenté pour la bière, peut être vendu en tant que compost, engrais, production de méthane, biométhane, donc ça produit du biogaz naturel, mais c'est à partir de déchets produits par une entreprise manufacturière qui est dans ce cas-là la bière. Un autre exemple, c'est le marc de café, donc ce qui reste, là, le café une fois qu'il a été filtré, etc. Mais à la place de le jeter, il y a des entreprises comme une qui, à Montréal, le nom m'échappe, mais ils font des pleurotes, donc des champignons, entre guillemets, haut de gamme, à partir du marc de café. Et puis nous, on a fait affaire avec une petite entreprise qui s'appelle Champignons Maison. On a acheté des blocs de mycélium, donc c'est vraiment des blocs de marc de café inoculé, donc où est-ce que tu as du champignon qui a été mis dedans, le champignon a populé le bloc, et puis à la maison, c'est facile, tu l'arroses, ça te fait en une dizaine de jours là, une récolte de pleurotes fait maison. Donc, c'est le genre d'initiative, le fait d'utiliser les déchets d'une industrie pour une autre qui est de plus en plus en vogue, et puis on se rend compte que tu peux aller chercher des nouvelles sources de revenus en tant qu'entreprise. Bien, ça revient à tantôt tu parlais de ton triple indice de rentabilité, c'est un peu ça. Exact. Parce que là, tu as des revenus financiers, des déchets que tu aurais juste mis aux poubelles deviennent payants. En même temps, c'est trippant comme pour les employés de sentir qu'ils font partie d'une entreprise qui se soucie de l'environnement, tout ça. Il y a comme une intention là-dedans. Profit, planète, c'est avec la réduction des déchets, et puis les personnes, mais c'est avec l'engagement, l'engouement, puis la clientèle qui vient avec. C'est un super bon exemple de ça. Vraiment intéressant. Puis il y avait une autre entreprise aussi dont tu m'avais parlé qui vendait des services au lieu de vendre les climatiseurs. Ah, oui. Ça aussi, j'ai trouvé ça cool. C'est l'exemple. En fait, c'est juste un exemple que j'utilise pour un peu ouvrir les yeux à certaines personnes par rapport au concept qu'on appelle produit en tant que service.
Donc, en anglais, c'est Product as a Service. Et puis, l'exemple que je donne en général, c'est de dire, si moi, je suis une entreprise manufacturière de climatiseurs, donc vraiment l'unité climatiseur, le physique, là, ben, ce que je pourrais essayer de faire, c'est d'offrir un service à des individus ou des commerciaux au service de réfrigérer ou garder certaines pièces à une température constante sur l'année. Plutôt que de lui vendre le climatiseur, je lui vends le service de garder sa pièce à une certaine température. Donc ça permet, parce que l'objectif quand tu vends un climatiseur, c'est pas que ton unité elle pète au bout de 3 ans, juste quand la garantie est finie, mais quasiment, parce que ton but, c'est d'en revendre un autre. L'obsolescence programmée qui, entre autres, est illégale, mais bon, on s'entend que ça arrive quand même. Là, va le prouver. Donc, la question, c'est de dire, je veux pas mettre les entreprises de climatiseurs sur la sellette. L'idée, c'est juste de dire que tu peux réinventer ton produit en tant que service, parce que en tant que service, l'objectif de l'entreprise, c'est de s'assurer que à ton coût mensuel, ça soit comparable au fait de l'acheter, mais ça te coûte moins cher en avance parce que tu payes par mois. Puis l'idée, c'est que ça ne brise jamais et l'idée, c'est que ça dure le plus longtemps possible parce que tu n'as pas envie d'avoir à le remplacer parce que le coût de la machine est sur toi. Oui. Ça, c'est vraiment... Moi, je trouve ça fascinant comme exemple. Puis, tu sais, souvent, ce qui manque un peu dans le discours, moi-même, je suis une idéaliste, là. Fait que, tu sais, moi, dans ma tête, c'est comme t'arrêtes de faire des climatiseurs qui brisent au bout de 3 ans juste parce que, tu sais, éthiquement, t'es pas bien avec le fait de faire ça, mais la réalité... c'est pas ça. T'sais, malheureusement, les entreprises, il faut qu'ils restent compétitives. C'est pas tout le temps facile de survivre dans un monde où tu as plein de compétiteurs qui, eux, ont peut-être moins de scrupules que toi. Fait que je trouve ça intéressant de démontrer. À plus grande échelle, t'as des exemples comme des entreprises comme Mercedes ou comme des manufacturiers de véhicules sont en train de se transitionner dans le service de transport. Donc, ils ont le Car2Go, etc. Il y a Communauto, bon, qui a une bonne place, mais le truc, c'est que Communauto puis Car2Go, c'est des principes de mobilité en tant que service et non en tant que produit. Tu n'achètes pas le véhicule, tu utilises le véhicule. Oui, la fameuse économie de partage aussi. Je sais pas si tu savais, mais Car2Go ne sont plus à Montréal. Oui, 100%. Tu savais. Nous, mon conjoint et moi, on utilisait le service, puis ça a été vraiment un gros deuil parce que Communauto sont, disons, moins rendus là en termes de service à la clientèle. Fait que ça a été très difficile dans nos vies. Ça a été un gros moment cet été. Mais il se développe, là. Tu vois, cet été, c'était plus difficile. Les gens l'ont utilisé. Moi-même, un utilisateur de Communauto, j'ai trouvé ça difficile cette année. Par contre, ils sont en pleine croissance. Ils sont en train de se développer à Calgary, donc entre autres, et ailleurs dans le monde. Je sais qu'ils sont aussi à Paris, ils sont en France, en Europe. Donc, je sais qu'ils ont du développement, mais c'est juste de dire que le concept de produit en tant que service est de plus en plus amené et ça fait partie des solutions quand on va s'asseoir avec une entreprise dans ce qu'on appelle les opportunités, pas dans les risques, mais dans les opportunités, de dire est-ce que tu as pensé à ces services-là? Est-ce qu'il y a une manière d'itérer, de commencer tout petit puis de commencer à voir comment tu peux générer des revenus avec un service dans un marché donné ou dans une ville donnée ou avec un seul client pour voir si ça fonctionne? Puis ensuite, tu apprends et tu réitères et tu grandis avec ça. Fait que là, on a déjà nommé une couple d'affaires vraiment intéressantes puis de pistes d'avenue. Tu sais, si je reviens un peu à ce qu'on a discuté, il y a le fait justement de passer du produit au service qui est vraiment intéressant pour plein de raisons, on les a nommées. Il y a le fait de changer un peu ta mission ou ta raison d'être pour changer juste ton mindset puis de voir les choses un petit peu différemment. Puis ça a un impact immense sur les employés puis sur ton marketing puis tout ça. Il y a aussi l'économie circulaire, là, on l'a abordé, on l'a pas dit comme ça, mais c'est l'idée de toujours avoir en cercle, de récupérer les déchets, tout ça, puis de générer des profits avec ça. Mais y a-t-il d'autres pistes qu'on n'aurait pas élaborées? Je te mets un peu sur la sellette, on n'en a pas parlé, mais tu sais, mettons concrètement, quand on veut commencer petit, tu viens de parler de l'approche par itération. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Est-ce qu'on peut comme juste tester, faire des projets pilotes? Y a-t-il des choses que tu vois dans les organisations qui marchent mieux que d'autres? Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire à différents niveaux. Donc, ça dépend de où est-ce que l'entreprise est sur son parcours durable, on va dire. Si, mettons, la direction est déjà bien engagée, a déjà imbriqué des stratégies ou a déjà une direction par rapport à où est-ce qu'ils veulent aller, des solutions à engager, ben l'idée, c'est plus d'engager le personnel à suivre. Donc, comment est-ce que tu engages le personnel? Ben, c'est à dire, hey, est-ce qu'il y a moyen de mettre en place un système d'amélioration continue pour que le personnel soit toujours à l'affût dans leur travail quotidien, de dire, est-ce qu'il y a des améliorations qu'on peut apporter à notre travail qui ont un impact positif financier,
puis sur l'environnement et sur le personnel. Donc, c'est tout le temps de garder ça, de peut-être leur donner un canevas, tu sais, une espèce de pour qu'ils puissent proposer des idées, puis ensuite de dire, ben si vous proposez l'idée, si elle est implantée et si elle génère les résultats attendus, incluant financiers, ben est-ce qu'il n'y aurait pas une partage, une ristourne, une compensation qui va ou un bonus là, quelconque qui va venir récompenser la personne pour avoir fait cette idée-là. Donc ça, c'est d'amener un peu le personnel à s'engager dans cette initiative-là. Donc ça, c'est on va dire, c'est une approche qui est assez atteignable, donc qui est assez simple d'entrée parce qu'on part pas en disant on va implanter ça, voici combien ça coûte, c'est d'ouvrir la porte à que tout le monde puisse participer. Tu parles de ristourne d'aspect financier, mais je trouve que là-dedans, il y a aussi... Puis ça, je pense que ça va dépendre des organisations, puis de où ils sont, puis de où ils conçoivent comment ils conçoivent la rémunération, là, puis clairement, tu t'en discutes avec tes clients, mais je trouve qu'il y a aussi l'aspect de responsabiliser les gens, de dire, ben parce que on le sait, les employés veulent travailler pour des entreprises responsables, mais c'est facile de se dire, ben moi, j'ai tellement d'attentes envers mon employeur, mais tu sais, il faut aussi participer à ça, puis le fait d'engager les gens, ça vient avec la réalisation que c'est pas si facile que ça se fait pas du jour au lendemain, mais qu'il y a des choses qu'on peut faire, puis que quand on se met en groupe ou en collectivité, ben tu sais, c'est un peu comme dans tout, là, l'union fait la force. Donc, je trouve ça intéressant de le faire comme ça, d'un point de vue culture d'entreprise aussi. En termes pour répondre à ta question aussi, parce que là, je t'ai donné un exemple par rapport à l'engagement employé. Donc, ça, c'est vraiment pour ouvrir la porte à plus une espèce de changement au niveau de la culture d'entreprise. Je te dirais que ce qu'on va approcher comme, disons, les grands thèmes, là, ça va être l'aspect diminution du risque. Donc, les risques liés, mettons, au changement climatique physique là, d'un bâtiment. On a les risques des lois gouvernementales qui s'en viennent de plus en plus contraignantes. Donc, comment est-ce qu'on peut être au devant de ça et puis se positionner un peu mieux ou se mettre en place des systèmes qui nous permettent d'être mieux positionnés. Et puis ça, c'est en termes de diminution des risques. Donc, ça a un impact financier positif, hein, la diminution des risques. Et de l'autre côté, c'est plus des opportunités où est-ce qu'on va dire la réduction des coûts, donc l'efficience. Par exemple, changer tes ampoules pour du LED, ça, c'est un exemple typique qui est utilisé assez régulièrement. Mais tu en as plein en termes de logistique, en termes de... Si tu es dans le transport, ben c'est de dire, est-ce que tes, entre guillemets, runs de transport ou de livraison peuvent être optimisés pour minimiser l'essence utilisée. Donc, ça a un impact sur l'environnement et ça a un impact sur ton portefeuille parce que tu réduis ta quantité d'essence utilisée. Donc, ça, c'est le genre d'initiative en termes de réduction de coûts. Et après, on passe dans les opportunités, dans les nouveaux produits et les nouveaux services. Les produits en tant que service, on en a parlé. Et finalement, on part dans les nouveaux marchés. De dire, est-ce qu'il y a un marché dans lequel on n'est pas en train... On est une compagnie, on fait des produits standards, on va dire, on fait des produits de consommation standards. Est-ce qu'il n'y aurait pas une nouvelle ligne de produits ou un produit qu'on pourrait... Des opportunités manquées ou pas encore explorées. On a un packaging plastique. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un emballage carton ou décomposable ou réutilisable ou avec une consigne pour créer un peu une clientèle captive aussi. Là, il y a plein de trucs qu'on peut faire avec ça là, en termes de nouveaux marchés, nouveaux produits, nouveaux services. Donc, c'est plein d'idées qu'on va essayer d'itérer. Puis, chaque entreprise a son propre lot de risques, de compensation ou de réduction de risques et d'opportunités d'affaires. Et puis, honnêtement, souvent, ce qui est drôle, c'est qu'au début des discussions, quand on a ce qu'on appelle le premier appel exploratoire avec certaines entreprises, on leur pose des questions. Quelles opportunités ou quels risques est-ce que vous pensez liés au durable? Est-ce que vous pensez que votre entreprise a? Les gens, souvent, c'est 1, 2, peut-être 3. Nous autres, on leur sort 5 à 10 côté risque, 5 à 10 côté opportunité. Ils sont overwhelmed. Là, l'idée, c'est de dire, OK, pause. On va pas tout faire en même temps. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Basé sur les ressources que vous avez maintenant, tu sais, pour dire, là, on fait les choses comme on a dit. Là, on commence petit avec ce qu'on a, puis ensuite, on itère avec le temps. Dans le fond, ce que tu dis, ça fait plein de sens, puis c'est relié avec l'approche de l'agilité où on travaille par itération. Ça n'a rien de faire des grands plans de projet quand le contexte change aussi souvent. Donc, l'idée, c'est d'y aller là, par étapes. Puis d'ailleurs, c'est ça que tu as fait, dans le fond, en lançant ton entreprise. Tu n'es pas parti en disant comment je vais lancer mon entreprise. Non, au contraire, tu es parti petit. Bien, c'est quand même gros, un voyage à travers le monde, mais reste que tu es parti avec une intention de créer un mouvement, puis à travers le temps, ça s'est transformé. Peux-tu nous en parler un peu
de ce parcours? Ben oui, c'est certain. C'était en fait pas par hasard, mais par évolution un peu de la pensée, où est-ce que je faisais de la vidéo et puis on sait tous là, il y a des millions d'heures de vidéos postées voire tous les jours, toutes les semaines sur YouTube, minutes même. Donc l'idée c'était que on se noyait un peu dans la masse, puis c'est difficile d'atteindre l'audience, puis les algorithmes changent tout le temps, etc. Donc c'est difficile de parce que tu veux poster de quoi que les gens l'écoutent, puis de changer le monde là. Fait que c'est pas nécessairement évident. Donc moi je me suis dit je dois transitionner vers avoir un impact physique humain avec les autres, les avoir devant moi, pouvoir interagir directement avec eux. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à tendre vers ou à lancer des pistes pour faire de la conférence. Donc, c'était rendu au milieu du voyage, je repassais en Europe, je suis retourné vers des gens que je connaissais et j'ai eu l'occasion, à travers un ancien collègue d'une start-up qui m'a branché avec le WWF, qui est cette entreprise, cette OBNL, Organisation internationale protection de l'environnement et des animaux, qui m'a donné la chance de donner cette première conférence-là. Et c'était en se rendant à cette première conférence-là, donc sur les abords du lac Léman, en Suisse romande, que j'ai rencontré par hasard Kevin. Kevin était en train de jouer de la guitare sur le bord du lac, était en train de chanter une chanson des Beatles, Here Comes the Sun, que je connaissais, donc j'ai commencé à fredonner avec lui. À la fin de sa chanson, je vais le voir, puis je lui demande pourquoi, il était là en train de jouer de la guitare, il collectait des fonds pour des jeunes qui avaient besoin d'intervention chirurgicale. Et moi, je lui parle de mon projet, je lui parle de Changing Habits, le mouvement, je lui ai dit que j'allais faire une conférence sur le sujet, etc. Et lui, de me répondre, il dit, c'est intéressant parce qu'il dit, moi, ma fille, il dit, a commencé à faire 0 déchet. Et je sais pas pour les gens qui nous écoutent peut-être, mais 0 déchet, ça prend quand même un engagement quand même significatif. Donc, lui, il s'est dit, moi, 0 déchet, pas nécessairement pour moi, mais je vais commencer à être un peu plus conscient de ce que je jette, ce que j'achète en épicerie. Donc, si j'ai le choix entre 2 produits, puis il y en a un qui est moins emballé, je vais prendre celui-là qui est moins emballé, je vais prendre un meilleur emballage, je vais trier mes déchets un peu plus correctement, je vais faire du compost. Donc, il a fait à sa hauteur ce qu'il pouvait faire. Et puis lui, il s'est rendu compte éventuellement de dire, oui, mais je le fais de manière personnelle, pourquoi est-ce que je le fais pas de manière professionnelle? Et lui, ça a donné qu'il était exécutif chez Nestlé, il était en charge de 7 usines manufacturières, donc quand même une empreinte significative, un volume de déchets produits significatif. Donc il a dit, hey, ça serait intéressant d'inclure dans notre démarche stratégique de réduire nos déchets. Et puis, en 5 ans, ils sont passés de 3500 tonnes de déchets annuels à 350 tonnes et c'était financièrement viable. Et de là... C'est incroyable. C'est parti de sa fille à la maison. Fait que ça prouve un peu ton point que ça part des humains puis des individus. Exact. Donc, en changeant la personne, en changeant ses propres habitudes personnelles et en faisant le pont avec ses habitudes professionnelles ou son travail, dans le cadre de son travail, il a pu avoir un impact récurrent majeur sur l'environnement, sur les gens et sur le profit. Donc, c'était le triple indice de rentabilité. Moi, ça a fait ding, ding, ding. Et puis, il est d'ailleurs venu à ma conférence, il m'a donné des super bons feedbacks. Et puis, par la suite, moi, c'était, si c'est juste ça que ça prend, c'est de faire réaliser aux gens que les opportunités sont là et de leur faire réaliser quelles opportunités sont tangibles et accessibles et de leur montrer comment aller les chercher, j'allais dédier mon parcours professionnel, mon entreprise, toute mon énergie à essayer d'aller vers ça. Puis tu le fais très bien. Puis je trouve que ça boucle bien la boucle avec le début où tu disais le paradoxe du choix. Là, au début de ton voyage, tu savais pas par où partir. C'est un peu ça, les organisations. Des fois, ils savent pas par où commencer puis par où le prendre. Fait en amenant un cadre ou en y réfléchissant ou en ayant... En en parlant aux gens, en posant des questions, c'est comme ça qu'on attire un peu les réponses. Super. Puis là, vous accompagnez présentement des organisations à travers le monde. De ce que j'ai cru comprendre, t'es déjà international. À travers justement ce voyage-là, à travers les contacts qu'on avait en Europe, etc., il y a des entreprises en Suisse, en Europe, avec lesquelles on discute. Une au Brésil, on en a dans l'Est du Canada, dans l'Ouest du Canada. Donc, on a des discussions super intéressantes avec on a des ressources aussi intéressantes. Tu sais, Solutions Changing Habits, on est un peu horizontal, donc dans le sens qu'on va être le premier pas ou on va être un peu l'aiguilleur des différentes compagnies pour ensuite les aiguiller sur les experts
techniques. Oui, parce que tu as un réseau assez étoffé Exact. où là, s'il y a des enjeux ciblés, tu es capable de Des experts en énergie, en émissions de gaz à effet de serre, en eau, en air, etc. En technique aussi, en rapport durable, plus côté financier. Donc, c'est ça. Donc, vraiment, on fait le pont entre les deux. On parle les deux langues, hein, on se rappelle, l'espèce de traducteur entre les deux. Et puis, l'idée, c'est vraiment d'engager les entreprises dans la bonne direction. Puis, parlant de parler les deux langues, la beauté, c'est que vous êtes à Montréal, donc tu offres des services, ton bureau chef, ou en tout cas, vous êtes basé à Montréal, donc c'est plus facile pour les organisations d'ici de faire affaire avec toi directement. Quoique je suis sûre que tu le fais super bien en virtuel, puis maintenant, avec la pandémie, ça fait partie de notre réalité à tous. Mais vous êtes quand même basé, vous êtes une fierté, un fleuron québécois. On est bien positionné. Donc, on est revenu aux sources ici au Canada. Donc, on est super excités. La relance de post-COVID, on dirait, est en train de reprendre de l'ampleur. Et puis, on est sur du positif là, en ce moment là, pour la fin de l'année. Bien, merci beaucoup. Écoute, j'ai envie d'inviter les gens à joindre ton mouvement, à vous trouver sur Facebook, à vous trouver... T'es-tu sur Facebook? Sur YouTube, Facebook, un peu d'Instagram, mais surtout notre site web. On est sur LinkedIn. Ouais. Et sur YouTube, forcément, avec le Changing Habits Movement. Donc, seulement regardez Changing Habits Movement sur YouTube. Et la beauté de la chose, c'est que quand on écoute un podcast, il y a des petites notes dans le bas de l'épisode. Donc, moi, je vais faire le travail pour les gens. Je vais mettre tous les liens pour qu'on puisse te retrouver. Donc, juste cliquez sur votre plateforme préférée. Commencez à suivre Daniel, ça vaut la peine, tu partages du contenu super inspirant. Ta mission d'entreprise est le fun, mais toi aussi, comme individu, t'es le fun à suivre. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez le goût de jaser de votre organisation, de ce que vous pouvez faire, si vous avez besoin un peu d'être aiguillé là-dedans. Je sais que tu es très généreux de ton temps, ça va te faire plaisir. Je te force un peu. Oui, exact. J'ai pas le choix. Non. Vraiment, les premiers appels sont toujours offerts, là, parce que c'est dans cette début de discussion là, qu'on ouvre des portes. Puis l'idée, c'est de planter des graines puis de voir ce qui pousse. Et puis, notamment, merci, Sarah, pour l'invitation. Honnêtement, c'était super de pouvoir avoir eu cette plateforme-là, d'avoir cette interview dynamique et puis de pouvoir participer et puis éventuellement pouvoir collaborer aussi sur certains projets, notamment en termes de ressources humaines. Avec le sourire, il fait beau dehors, c'est vendredi. Voilà. Merci tellement d'être venu. Merci Sarah, la talenterie et notre merveilleux régisseur qui a fait un super bon boulot. Oui, Charles qui est le réalisateur du podcast, de mes vidéos et de ma vie aussi un peu parce que c'est mon chum. Donc merci Charles. Puis on se retrouve pour un prochain épisode. Ouais, peut-être une vidéoconférence cette fois-là ou un podcast, on verra. Ouais, on a plein de projets, plein d'affaires. Vidéoconférence, podcast, articles, all of it. On vous tient au courant. Bye bye. Salut là.